Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant les différents atomes, un à un ou presque. Alors, on commence d'abord bien sûr par celui que nous avons déjà rencontré plusieurs fois, l'hydrogène. Dans son état fondamental, on a n égale 1 pour le nombre quantique principal, on a L et M égale à 0, donc on a un électron qui a une fonction d'onde à symétrie sphérique, et qui est l'état 1s. L'énergie de liaison de l'électron est de moins 13,6 électronvolts. Ça signifie que si on veut arracher l'électron à l'hydrogène pour qu'il soit une particule libre, il faut fournir 13,6 électronvolts. On dit que l'énergie d'ionisation de l'atome est de 13,6 électronvolts. Notons que plus cette énergie d'ionisation est grande, plus il faut fournir d'énergie, et donc plus il est difficile d'arracher un électron. Et donc plus l'élément est chimiquement moins actif, parce qu'il faut fournir beaucoup d'énergie pour que l'électron soit mis en commun avec un autre atome pour former une liaison. L'atome suivant, c'est l'hélium. Il a 2 électrons. Alors, les 2 électrons se mettent dans l'état 1s avec des spins opposés, à cause du principe d'exclusion, et a donc une structure assez similaire à celle de l'hydrogène. L'électron qui a des électrons, on a des 2 électrons, lorsqu'il est près du noyau, il voit cette fois 2 protons, donc Z égale 2. Il a donc atterri beaucoup plus fort. Par contre, lorsqu'il est plus loin, l'effet étant probabiliste, dans la fonction d'onde sphérique 1S, il voit cette fois-ci un noyau avec un électron, donc une charge totale de 1, donc comme Z égale 1. Donc, pour un électron, un des 2 électrons, la structure 1s est globalement comme celle de l'hydrogène, mais avec un peu plus d'attraction, pour quand il est plus près du noyau, et donc une énergie plus basse. Et le fait est que, pour arracher les 2 électrons, il faut une énergie de 24,6 électronvolts. Pardon, pour arracher un électron. Il faut 24,6 électronvolts. C'est beaucoup plus que pour l'hydrogène. De plus, la couche M égale 1 est pleine. Aucun autre électron peut venir s'y mettre. Donc, s'il fallait mettre un électron, il aurait une énergie beaucoup plus grande sur une couche plus élevée, et donc le gain d'énergie en donnant un électron à l'hélium serait beaucoup plus faible. Donc, difficile de lui donner un électron, difficile de lui arracher un électron. Par conséquent, il est chimiquement presque inerte. Il est quasiment inerte. D'où le fait qu'on les classe dans les gaz inertes, l'hélium, les gaz inertes, où on dit aussi gaz noble. On parle aussi de gaz rares, parce que ils ne sont pas très abondants. De plus, comme ils ne se lient pas chimiquement, ils sont présents essentiellement sous forme gazeuse dans l'atmosphère, en petite quantité, et ils ne sont pas toujours faciles à récupérer. D'ailleurs, la plus importante production d'hélium pour l'usage commercial, par exemple pour gonfler des ballons, avec de l'hélium, cette production ne se fait pas, non pas en récupérant dans l'atmosphère, bien qu'on en récupère un peu de cette manière, et c'est de cette manière que l'hélium fut d'abord étudié, fin du 19e siècle. Il est produit plutôt par réaction nucléaire. Le tritium, qui est un atome d'hydrogène avec 2 neutrons, est légèrement radioactif, et par radioactivité, il se transforme en hélium.
Et c'est ce thélium-là que l'on retrouve en réalité en grosse majorité dans la production commerciale. Et c'est d'ailleurs pour ça que, suite à la crise du nucléaire que nous vivons, suite aux différents accidents nucléaires, suite à la difficulté des déchets nucléaires, à la crise énergétique qui pousse à passer à des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, on constate une baisse de la production d'hélium et par conséquent, on a une crise de fourniture d'hélium pour tous les usages commerciaux ou industriels qui vont avec. Voilà pour la petite histoire. Passons maintenant à l'atome suivant, le lithium. Alors, le lithium a 3 électrons. Donc 2 électrons se mettent dans la couche 1s, comme pour l'hélium, et l'électron suivant doit se mettre sur la couche n égale 2. Alors il peut avoir L égale à 0 ou à 1. Voyons un peu les orbitales de ces électrons. Pour un électron 2s, on a une répartition à peu près sphérique. Alors que pour une orbitale 2p, on a une répartition en forme de sablier. La probabilité de trouver l'électron près du noyau est donc beaucoup plus grande dans le cas de S que dans le cas de P. Ce qui fait que l'énergie de l'état de S est un peu plus basse que l'état de P. D'une manière générale, on peut calculer cet effet ou le mesurer et on obtient des énergies de liaison. Donc on va mettre ici un S. On a 2S nettement plus haut, puis 3S, puis 4S, etc. Les niveaux se resserrent de plus en plus au fur et à mesure que l'on monte. Et pour l'hydrogène, l'état de P serait exactement à la même hauteur que de S. Il a la même énergie. Mais du fait de ce phénomène et de l'effet d'écran dont nous venons de parler avec l'hélium, le fait que lorsque l'électron est plus loin, il voit une charge plus faible, et lorsqu'il est près du noyau, il voit une charge positive plus importante, on a un léger décalage, le 3P étant un peu plus haut. Pardon, le 2P. De même, on a ici 3P, 4P, etc. Et il en est de même des autres états, l'état 3D, etc., 4D plus haut. Donc en fait, les électrons ont plutôt tendance à aller dans l'état d'énergie inférieure 2S. Et donc le lithium a un 3e électron qui se place dans l'état 2S, qui est relativement bas. Et de fait, son énergie d'ionisation n'est que de 5,4 électronvolts, ce qui est beaucoup plus faible, même que l'hydrogène. Il est donc chimiquement très réactif. Il cède facilement son électron. Nous verrons bientôt d'ailleurs ces aspects de chimie d'un peu plus près. Le suivant, c'est le beryllium. On a 2 électrons en 1s et 2 électrons en 2s. Même phénomène que pour l'hélium. Pour arracher les 2 électrons, il faut 9,3 électronvolts. Et il est un peu moins réactif parce que la couche est pleine. Ensuite, on passe du bore au néon. Cette fois-ci, c'est la couche 2P qui va se remplir, ici. Combien y en a-t-il? Combien peut-on mettre d'électrons? Eh bien, on a L égale 1. Et donc, le nombre d'états, c'est L fois L plus 1. Donc, pour L égale 1, on a 3 états possibles. Mais il y a aussi l'état de spin. L'électron peut avoir un spin dans un sens ou dans l'autre. Donc, en tout, on a 3 fois 2 électrons possibles. Et donc, on va avoir un remplissage progressif de la couche 2P, au fur et à mesure qu'on ajoute 2 électrons, et on passe ainsi du bore au néon. Au fur et à mesure qu'on rajoute des électrons,
la valeur de Z augmente, et donc l'énergie totale diminue. Et l'énergie d'ionisation du néon est de 26,1 électronvolts. C'est beaucoup. Le néon est un gaz inerte, très inerte. Mais par contre, le fluor, juste avant lui, a une énergie, un électron qui manque sur la dernière couche, d'une énergie relativement basse. Et donc, il capture facilement un électron, complétant ainsi la couche. L'énergie étant très basse. Et donc, le fluor est chimiquement très réactif. Particulièrement réactif. Ensuite, on passe du sodium à l'argon. Alors, là, on remplit la couche 3s avec une énergie plus grande. Mais l'énergie reste encore relativement basse. Avec un seul électron dessus, le sodium est très actif chimiquement. Et avec la montée d'énergie, il faut tout de suite moins d'énergie pour ioniser. Le sodium est très réactif. D'ailleurs, le sodium ne supporte pas le contact de l'eau. Au simple contact de l'eau, il y a une réaction chimique. La chaleur dégagée est très intense et le sodium fond. C'est pas sans risque. Puis, on a un remplissage de la couche 3P. Et le remplissage est similaire à ce que nous avons dit du bore au néon. Le remplissage du sodium à l'argon se fait de manière tout à fait semblable. 3S puis 3P. Et d'où le fait qu'on a des propriétés chimiques semblables dans la séquence bore-néon et la séquence sodium-argon. À chaque étape, le bore, le sodium, jusqu'au néon et l'argon ont des propriétés chimiques assez semblables, d'où aussi ce caractère périodique dont nous avions déjà parlé, le tableau périodique des éléments. Ainsi, le magnésium et le beryllium ont des propriétés chimiques assez proches. Il en est de même du silicium et du carbone, qui ont pas mal de similitudes, ou du chlore et du phosphore. Du chlore et du fluor. Et l'argon est à nouveau un gaz inerte. Alors, si vous avez la curiosité de regarder un tableau périodique des éléments où sont indiquées les énergies de liaison, vous aurez peut-être constaté que du bore au néon, on a une énergie de liaison qui augmente progressivement, puisque Z augmente. De même, du sodium à l'argon, mais qui a une petite irrégularité. Une petite irrégularité au niveau de l'oxygène, et pour l'autre séquence, au niveau du soufre. Donc les deux ayant des propriétés chimiques relativement proches. L'oxygène est plutôt gazeux à température ambiante, alors que le soufre est solide, parce qu'il est plus massif. Mais ils ont des propriétés chimiques assez semblables, et on observe pour les deux une petite irrégularité. C'est-à-dire que le dernier électron est un petit peu moins lié que ce à quoi on se serait attendu. Donc, l'énergie augmente, et puis tout d'un coup, elle baisse, elle augmente moins vite tout haut, elle fait un palier, et puis remonte. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'oxygène ou du soufre? Eh bien, ceci est dû à l'orbital 2P, ou 3P pour l'autre séquence. On retrouve à nouveau cette structure en forme de sablier pour l'orbital. Et il y en a trois possibles. Elle peut être, par exemple, verticale, horizontale, ou dans ce sens-ci. On va le représenter comme ceci.
Donc, comme ceci ou comme ceci. Les électrons ont tendance à se repousser. Et donc, si un électron se place dans l'orbital 2p ou 3p, un autre électron n'aura pas tendance à aller se mettre au même endroit. Même s'ils peuvent avoir des spins opposés. Parce qu'ils seront proches, ils vont se repousser. Et donc, l'autre électron va plutôt avoir tendance à se mettre dans l'autre orbitale. Par exemple, celle-là. Et le troisième électron qu'on va rajouter, il va se mettre dans l'orbitale qui est comme ça. Ici. Et puis, on arrive au quatrième électron à ajouter. Et là, c'est l'oxygène pour l'un, le soufre pour l'autre séquence. Et le quatrième électron, là, il n'y a plus le choix. Les trois orbitales P sont occupées. Donc le quatrième électron n'a pas d'autre choix que de se mettre en compagnie d'un autre électron. Donc il va aller occuper la même orbitale P qu'un autre électron. Avec, bien sûr, des spins opposés. À cause du principe d'exclusion. Mais de fait, le quatrième électron va être beaucoup plus proche d'un autre électron. Ils vont se repousser. Ce qui provoque une répulsion. Et une comme il est repoussé, il est moins lié à l'atome. Et on a donc une rupture dans la séquence des énergies quand on regarde les énergies de liaison. On passe ensuite à la séquence potassium-zinc. Alors, la séquence potassium-zinc, on s'attend qu'il remplisse 3D. Eh bien non. Parce que, à cause de ce décalage, 4S et 3D ont pratiquement la même énergie. Et en fait, 4S a une énergie un peu plus basse. Et donc, les deux prochains électrons vont aller se mettre dans l'orbital 4S. C'est le potassium et le calcium. Puis, les électrons vont s'ajouter dans l'orbital 3D. Scandium, titane, vanadium. Ça pourrait continuer, mais non. Parce que l'ajout de ces électrons provoque une répulsion avec les électrons déjà présents. En particulier, ceux qui sont dans l'orbital 4S. Et cette répulsion fait que l'énergie de l'orbital 4S va légèrement augmenter. Pas beaucoup, mais assez. Et donc, l'ordre change. Et pour le chrome, on a un seul électron, on n'a non pas deux électrons ici et 4 électrons là, mais en fait un seul électron dans 4S et 5 électrons dans 3D. Donc on a une petite rupture. Ensuite, on a manganèse, fer, cobalt, oui, donc en fait on a le manganèse, et puis un remplissage ainsi jusqu'au cuivre, avec un électron en 4S et 10 électrons en 3D. Notons que le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel ont des couches externes qui sont pratiquement identiques. En quelque sorte, c'est comme s'ils remplissaient les couches internes avant de remplir la couche externe. Ce qui explique que ces différents métaux, ce sont des métaux, ont des propriétés chimiques relativement semblables. Le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel ont des propriétés chimiques relativement proches. C'est un lien encore plus prononcé pour ce qu'on appelle les atomes qu'on appelle les terres rares, parce qu'elles sont peu abondantes. Il y a d'ailleurs un conflit actuel, conflit, grand mot, conflit commercial, on va dire, puisque ces terres rares sont utilisées dans des nouvelles technologies, comme les téléphones portables. On comprend donc leur importance. Et malheureusement, la production de terres rares est peu abondante,
est surtout localisé en Chine. Mais la Chine aussi se développe. Et donc la Chine a décidé de garder ces terres rares. Ce qui a donné un coup de boutoir à l'économie. On a commencé à réouvrir des mines qui n'étaient pas très rentables en Afrique, en Australie, au Canada. Et les Chinois ont lâché un petit peu de laisse en disant, bon, on va pas tout garder, on vous en laisse un peu. Il n'empêche que la production reste un petit peu streaky pour le moment. Mais c'est très difficile de se passer de ces éléments parce qu'ils ont des propriétés magnétiques particulièrement importantes qui font qu'on les utilise dans les antennes, par exemple dans les antennes des téléphones portables. Si on devait totalement se passer d'eux, il y a fort à parier qu'on aurait une grosse antenne attachée au portable. Ce ne serait pas très élégant ni très pratique. Et dans le cas des terres rares, donc toute la séquence des terres rares qui va du cérium au lutécium, la couche externe est remplie, et c'est vraiment la couche interne qui se remplit au fur et à mesure, et la séparation est beaucoup plus nette encore qu'avec les métaux, et donc les propriétés chimiques de l'ensemble des terres rares est presque identique. Ils ont presque tous les mêmes propriétés chimiques. Ce qui varie essentiellement, c'est justement, comme je viens de le dire, leurs propriétés magnétiques, et également certaines propriétés nucléaires. Certains de ces atomes sont essentiellement radioactifs, comme l'europium. Alors pour le cuivre, l'énergie d'ionisation est de 10,1. Mais si il y a donc un atome ici, 10 atomes là. Mais si on met 2 atomes ici au lieu d'un, la différence est un peu plus élevée, il y a un peu plus d'énergie, mais pas tant que ça. Ce qui fait que l'électron le plus énergétique qui est ici, peut être 1 ou 2 électrons. Et qu'est-ce qui peut faire la différence? Mais par exemple, un autre atome juste à côté, les électrons viennent près de ceux du cuivre, perturbent les mouvements des électrons et fait varier légèrement les niveaux d'énergie. Et donc on se retrouve avec une situation où on peut avoir 1 ou 2 électrons dans 4s, et de fait le cuivre a une valence qui vaut 1 ou 2, selon les circonstances. Il passe facilement de l'un à l'autre. On a d'autres atomes comme ça. Le fer peut avoir une valence de 2 ou de 3. C'est fréquent. Et dans les métaux de transition, on rencontre fréquemment cela. Enfin, on a les électrons continuent à s'ajouter jusqu'à ce que 4s et 3d soient entièrement pleins. On arrive alors au zinc. Donc à ce moment-là, les couches sont pleines, mais leur énergie est relativement faible. Les autres niveaux ne sont pas très éloignés. Le zinc est un composé qui est un peu peut-être un petit peu moins réactif que le cuivre par exemple, mais qui est quand même chimiquement actif. Il peut s'oxyder par exemple. Ensuite, on passe de la séquence du gallium au krypton, où on va remplir la couche 4p. Et on retrouve à nouveau la même séquence qu'avec 2p et 3p. Et donc, à nouveau, cette périodicité. On passe du gallium au krypton. Jusqu'au krypton, qui est un gaz rare. Alors, on dit que c'est des gaz inertes, mais quand même pas tout à fait. En particulier, pour le krypton, tout est plein, mais les énergies sont relativement faibles. Donc, bon an, mal an, il peut quand même arriver à céder un électron. Pour peu que l'atome qui le capture a vraiment envie d'en avoir un. Donc, peut gagner un électron pour compléter sa couche avec un fort gain d'énergie. C'est le cas du fluor ou du chlore. Ainsi, le krypton forme des composés chimiques avec le fluor et le chlore. Donc, quand on dit inerte, c'est un petit peu relatif. Mais ces composés chimiques sont faibles. Il ne faut pas grand-chose pour les détruire. Les autres gaz rares peuvent aussi en former, parfois dans des conditions un peu extrêmes. Des pressions très élevées, par exemple.
En tout cas, les applications ne sont pas nombreuses. Voilà, alors, nous avons fait ici un beau voyage dans le tableau périodique. Nous avons quand même parlé de 36 atomes, les 36 premiers du tableau périodique. Mais il en reste 70. Donc cette analyse peut largement se continuer. Un peu plus de 36, parce qu'on a parlé aussi des terres rares. Il en reste 70, plus les nouveaux. Ce qu'on appelle les transneptuniens, fabriqués dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules. Les Russes, à l'Institut de Doubna, sont devenus des grands spécialistes de la fabrication des éléments hyper lourds, avec beaucoup de protons, beaucoup de neutrons. Ils ont découvert pas mal de nouveaux atomes. On reparlera de physique nucléaire. Toute cette séquence du tableau périodique et les 70 autres éléments est fortement été étudiée par Bohr au début du XXe siècle. Donc, dans le premier quart du XXe siècle. Alors, Bohr, il est connu pour le modèle de Bohr que nous avons vu. Il est aussi connu pour l'interprétation dite de Copenhague, sur laquelle nous reviendrons. On a parlé du magnéton de Bohr, mais il a aussi fait d'autres choses. Par exemple, c'est lui qui, le premier, en utilisant la mécanique quantique, a étudié finement les propriétés de tous les atomes du tableau périodique, ainsi que toutes les petites anomalies et irrégularités qu'on y rencontre. Donc il a beaucoup apporté à la physique quantique. Alors voilà, donc nous en avons fini pour les atomes eux-mêmes. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à parler de chimie. Donc nous allons commencer à parler de la structure des molécules et discuter comment les atomes se lient entre eux pour former de telles molécules. Je vous remercie.